olobaki na kosala mokila te moto olobaki soki na peti kuki okofongola ngai bilaka yo pesa ngai yawe na bombi na. Et nous donnons maintenant la parole à l'honorable député et professeur dans plusieurs universités, honorable Daniel Mao Soukissa. Bien, merci beaucoup. Je pense que l'essentiel des valeurs ont été tout à l'heure déclinées par Madame Capen. En ce qu'elle vous a présenté des éléments essentiels qui, à mon sens, constituent le fondement cardinal de toute autre valeur qui puisse structurer ou charpenter n'importe quelle pensée, qu'elle soit juridique, politique ou sociologique. Oui, partant de cette balise, je me permets de m'entretenir avec vous sur une thématique, à mon avis, assez mobilisatrice, qui porte sur l'intériorisation des valeurs, développement et gage de l'épanouissement d'un pays. Le sujet, il est à la fois profond et interpellateur. Mais avant toute chose, qu'il me soit permis ici, en prélude, de remercier tous azimuts les organisateurs pour la justesse, délicatesse du choix qu'ils ont porté sur mon humble personne. Je remercie en même temps tous ceux qui sont venus interagir avec nous autour de tous ces principes et valeurs. Et j'imagine qu'au sortir d'ici, nous réussirons, n'est-ce pas, à construire une nouvelle société fondée essentiellement sur des valeurs. Et à chaque fois quand je tente d'aborder une thématique avec des jeunes, j'aime marquer-bouter sur la pensée de René Descartes dans le discours de la méthode, qui estime à juste titre que la chose la mieux partagée au monde, c'était l'intelligence. Il appelle de bonnes qualifications les mathesis universalis. Et donc, l'intelligence, c'est un construit. C'est un discours partageable. Mais c'est vrai qu'au cœur de l'intelligence, il y a par moments un foisonnement, un alignement de concepts polysémiques, polyandriques et voire même polémiques. Et j'aime bien partager la science, l'intelligence avec les plus jeunes. Parce que je me dis véritablement qu'une société sérieuse ne peut se reposer que sous la vigueur de la jeunesse. J'aime partager dans un cadre très élaboré comme celui-ci. Et quand je prends distance et hauteur, je regarde un cadre comme celui-ci, j'imagine ce qui s'est passé à l'époque antique avec l'espace d'Agora, où finalement le roi venait échanger avec des sages, des savants qui communiquaient les savoirs savants. Mais entre-temps, il y avait également des flâneurs qui venaient, des gobe-mouches, des gérontes et les peuples. C'était dans une perspective de partage de savoir. Mais quand on partage des savoirs, la logique définitive, c'est d'aller impacter la société pour construire une nouvelle société, une nouvelle citoyenneté avec un nouveau type d'homme. Ceci dit, je serai un peu litote. Aujourd'hui, pas assez détaillant. Je vais simplement poser des principes. Mais avant toute chose, et c'est ça ma méthodologie, j'aime bien fixer la précision terminologique. Pour qu'à un moment donné, lorsqu'on va utiliser certains concepts, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de dispute autour de la charge sémantique des concepts. Parce que la thématique principale ici, c'est jeunes épanouis. Mais il faudra quand même qu'on se mette sur la même longueur d'onde, qu'on ait les mêmes contenus sémantiques des concepts, de sorte ensemble effectivement, parce que j'aime un travail participatif, que nous venions, n'est-ce pas,
à construire un nouveau cadre optimal d'impulsion de développement. Parce que notre pays est pratiquement en recul par rapport à certains États. Vous savez, par moments, il vous est difficile de faire de la comparaison parce que vos yeux n'ont pas trop vu. Mais par la grâce de Dieu, nous avons eu la chance de voir ailleurs. Mais il suffit simplement de monter dans les hauteurs de la RDC comparativement à ce que l'on peut considérer et voir dans les hauteurs de la France ou même de la Belgique. Vous vous rendrez compte que ce sont des réalités distinctes. De l'une, il y a une construction, il y a un construit, il y a une intelligence pensante qui a accompagné l'architecture. Et de l'autre côté, ça veut dire ici au Congo, vous sentez que c'est de la bouillabaisse qui a accompagné la construction. C'est vrai qu'on peut reprocher de l'autre côté qu'il y a un esprit maçonnique par moment qui insuffle la construction. Mais ici, lorsque vous allez par exemple à Kisenso, vous montez en l'air, vous regardez, vous vous dites carrément que c'est la sorcellerie qui inspire la construction. Et donc, notre génération, nous avons un défi majeur. J'ai dit ma génération. Vous êtes de ma génération à renverser la tendance, à briser la glace, à détricoter les tendances lourdes et à proposer, n'est-ce pas, un nouvel archétype, un nouveau modèle dans la pensée et même dans la gestion de la chose publique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi j'aime préciser la terminologie? Parce que j'aime rendre mon discours sobre. Parce que déjà, quand je construis mon texte, généralement, il est parsemé de concepts un peu touffus et luxuriants. Et un peu avec un fourmillement des expressions par moments qui frisent la boursouflure. Donc, il m'arrive, par moments que je vais échanger avec les jeunes, que je puisse y apporter des précisions pour permettre à ces jeunes, ensemble avec moi-même, de poser ces génies constructifs. Je ne sais pas si nous sommes en train de mettre sur des mêmes longueurs d'onde. Que le Saint-Esprit nous aide à partager la même vision. Chers amis, pourquoi j'aime bien préciser, avant d'y pénétrer, j'aime préciser, j'aime décortiquer, c'est simplement parce que je suis de l'école de Dimitri Georges Lavrov. Le doyen Lavrov disait que le débat en science perd son intérêt et même son éclat si on ne se met pas d'accord préalablement sur le contour de concepts. Ça veut dire, si on ne se met pas d'accord sur une élucidation minimale, je ne dis pas maximale, ne serait-ce que minimale, sur le choix des concepts. Parce qu'après, vous savez, ce qui tue le Congo, c'est quoi depuis 60 à nos jours? Peut-être le professeur Omeonga, mon aîné, pour qui j'allais dire j'ai beaucoup d'estime, il vous dira peut-être ce qu'il pense sur la question, mais moi, c'est ma tendance doctrinale qui est de dire, nous avons la peste des mots. Nous souffrons depuis 60 à nos jours de la conceptomanie. On dit développement, moi qui dis développement au sein du MLC, je ne pense pas de la même manière que celui qui est dans l'IDPS. C'est le même concept, non? Mais comment je dis état de droit, pour moi l'état de droit, je capture la notion sous la perception de Gilles Le Breton, qui estime que c'est un état qui implique une mission-soumission. C'est-à-dire un état qui est à la fois esclave et protecteur des normes. C'est-à-dire qu'un état machine, un état producteur, il produit des libertés pour s'y soumettre. Ça, c'est ma conception. Mais lorsque vous allez au MLC, je pense que c'est la même conception. Vous allez à l'IDPS, on vous dit l'état des droits, c'est le peuple d'abord. OK? Vous allez dans le Palou, on vous dit l'état des droits est fondé sur l'ancestralité, la sorcellerie. Bon, ça veut dire qu'on ne sait pas se mettre d'accord sur le concept, mais vous, ma génération, et moi-même, devons nous mettre d'accord sur tous les concepts. Je me fais bien comprendre? Pour que nous construisions un nouveau Congo. Même quand je dis nouveau Congo, exactement, on ne pense pas de la même manière. Il y a une pluralité de perceptions. Il y en a qui voient un Congo
dans la disparité sociale, où tout le monde voudrait devenir professeur d'université. Il y en a qui voient un Congo, quand je dis nouveau Congo, une société d'égalité et de droits. Alors tous nous devons dire exactement la même chose. Ceci dit, qu'est-ce que signifie jeune? Et par moment, lorsqu'on invite des jeunes, dans de grandes rencontres de jeunes, où on distribue par moment des bourses, mais que curieusement vous trouverez des vieux dedans, mais qui sont heureux de se faire appeler jeunes. Parce qu'il y a une rétribution. J'y vis au Parlement. Lorsqu'on dit que la communauté internationale et le gouvernement congolais ont décaissé 100 millions pour financer les projets des jeunes parlementaires, écoutez, tu vas voir mon aîné Kokoniangi dedans. Je suis jeune. Mais être jeune pour lui, il donne. Ça veut dire qu'on ne se met pas d'accord sur le concept. C'est un état d'esprit. Petit, c'est un état d'esprit. Or, ce n'est pas forcément ça. Un jeune, c'est celui qui présente les caractères de la jeunesse. C'est celui, quand tu le regardes, à première vue, il a un visage frimousse. Et tu dis, ben, celui-là, il doit être jeune. Un jeune, il a de la vigueur. Il a de la fraîcheur. Mais certes, on peut rencontrer des jeunes, mais dans la mollesse. Oui, hein, c'est possible. Un jeune, c'est la spontanéité. C'est du courage à répondre. C'est celui qui ose. C'est celui qui a tout à gagner, rien à perdre. Un jeune, c'est celui qui accepte de compétir aux élections avec des vieux et gagner les élections. Un jeune, c'est celui qui a l'optimisme. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois, ben écoutez, toi, je te vois demain, si Dieu veut, tu pourrais être ministre de la jeunesse. Je te dis, m'en foi, bon sang. Qui vous dit que ce sont que ceux qui affichent jeunes qui doivent aller là-bas et les jeunes ne peuvent pas occuper des ministères régaliens? Alors, moi, je suis en train de réveiller le lion qui dort en vous. Vous pouvez. Et donc, un jeune, c'est celui qui a la capacité. Vous voyez, David même disait, bon, je suis un homme d'église, hein, Éternel, apprends-moi à exercer mes mains. Voyez-vous, un jeune, c'est celui qui exerce. C'est comme mon jeune frère Loambo. Je l'ai connu tout jeune. Il est en train de grandir et il me surprend chaque jour qui passe. Je ne pouvais pas imaginer que je serais venu aujourd'hui aux côtés d'un éminent professeur, Barthélemy Omeonga, et d'une grande dame, Madame Capen, et tout ça sous sa houlette. Est-ce qu'on ne peut pas l'ovationner? Dans les pays occidentaux, on utilise plus l'expression jeune adulte. Vous êtes des jeunes adultes. En Grande-Bretagne d'ailleurs, on parle de young adultes. Vous êtes des jeunes adultes. Et plusieurs conventions internationales, dont celle des Nations Unies, définissent la jeunesse comme un âge qui varie entre 18 à 25. Et il y a d'autres textes qui vont jusqu'à 30 ou 35 ans. Mais le Premier ministre jeune, il a 43 ans. J'ai rencontré un vieux qui était en train de pleurer sur lui-même et sur sa propre tombe, en disant que j'ai perdu mon temps. Voilà, maintenant j'ai 55 ans. Le Premier ministre, c'est mon jeune frère. Donc les choses vont très vite. Et que donc, sous le plan des concepts, on peut se mettre d'accord qui est jeune. Vous êtes des jeunes, la plupart. Mais c'est quoi être épanoui? Un jeune épanoui. Un jeune épanoui, c'est le contraire d'un jeune qui est apathique. Un jeune qui est atone. Non, c'est le contraire. Ce n'est pas de l'atonie. Mais par contre, c'est un jeune qui a atteint une forte dose d'ataraxie. Vous connaissez ce que c'est l'ataraxie? La quiétude absolue de l'âme. C'est celui-là qui est épanoui. C'est un principe de bonheur selon l'épicurisme. Il te communique dans son langage facial. C'est ce que je veux que vous soyez. Et plusieurs d'entre vous le sont déjà, et bien d'autres en sont dans le processus. Et j'ai pris que vous alliez jusqu'au pinacle. Ok? Donc ça veut dire un jeune épanoui, c'est celui qui a des formes pleines et harmonieuses.
Donc je ne dis pas forcément une dame qui a des formes pleines et stéatopigiques, non. Je dis celui qui s'élargit, parce que j'en ai vu moi. J'ai parlé avec un candidat américain, un candidat à la présidence aux élections primaires. Quand je suis aux États-Unis, tout jeune, j'ai été quand même pour une fois sélectionné parmi les observateurs aux élections américaines qui ont conduit Biden au pouvoir. Je serais rentré pour des élections vraiment proprement présidentielles, parce que j'étais pendant les élections primaires, mais j'ai vu des jeunes très épanouis. J'ai vu à Miami, autour d'une plage, un jeune qui sortait à bord d'une limousine, qui n'avait à peine que 19 ans, on me dit qu'il est millionnaire. Mais comment ça? Ma foi. On me dit, tu vois ce jeune homme ici, c'est une machine à cash. Un cashman. C'est celui-là un jeune épanoui. C'est-à-dire un jeune qui peut te faire quitter de la pauvreté, de la misère, à l'opulence. Et pas n'importe quelle opulence, une opulence insolente. Voyez-vous, j'ai rencontré Blue Ben. Vous avez connu Blue Ben? À peine 42 ans, 43 ans. Mais il a perdu les élections. Ce monsieur, il a dans son compte près de 400 milliards de dollars. Je compte 400 milliards. Et il dépense 10 milliards, près de 10 milliards pour des élections primaires. C'est-à-dire que ce monsieur peut financer la RDC. C'est-à-dire que ce monsieur, lorsqu'il débarque à l'université de Kinshasa, directeur au plus modeste des citoyens, nous devons lui rendre hommage. Parce que si vous dites dans 2 semaines, je vous construis de nouveaux bâtiments, il est fait. Et je me pose ces questions, pourquoi ces États ont la capacité, n'est-ce pas, d'engloutir des millions et des milliards de dollars sans que ces États aient à connaître une explosion interne? Mais ma foi, quelle banque comme ça, quelqu'un, un seul individu a 400 milliards? C'est ça un jeune épanoui. Je ne sais pas si on est mis sur les mêmes longueurs d'onde. Mais maintenant, la question fondamentale de cette conférence est de savoir pourquoi ici, ça c'est le deuxième point, les jeunes s'épanouissent rarement ou difficilement. Ça c'est le deuxième point, parce que nous sommes butés à des défis de contextualisation et d'intériorisation des valeurs de développement et de la démocratie. Ce qui fait que, lorsque vous regardez notre État, le Congo, il souffre déjà lui-même dans la structure. Il souffre d'une crise d'ancrage. Les valeurs qui sous-tendent l'État n'y apparaissent pas. Donc l'État souffre, quand vous regardez l'État congolais, parce que dans le domaine des puissances internationales, les États ont des visages comme des hommes. N'est-ce pas? Dans la science cratologique des puissances des États, les États ont des visages. Mais notre État, lorsque vous le regardez, il est monstre. Il souffre de la disparité, de la fragilité, de la vulnérabilité, de la volatilité. C'est un État qui souffre d'une crise des valeurs depuis 60 à nos jours. Donc une crise des valeurs irradie son système et produit des ressorts mythologiques incompris. Et c'est ce que le professeur Camille Couillou appelle la polycentricité de la normogénèse. Un État construit sur fond d'un archétype du modèle colonial. Comme mon maître aime bien le dire, le professeur Jacques Joly. Un État Mboulamata, caractérisé par une spirale de violence. C'est justement cet État que nous avons hérité qui fait donc que nous, fils de cet État, que nous n'ayons pas la capacité de nous épanouir. Le problème du Congo, ce n'est pas simplement dans l'homme congolais. Je reviendrai parce que l'homme a une part importante. J'ai toujours dit que le problème du Congo, il est anthropocentrique fondamentalement. Mais je commence à me réaliser qu'il peut être aussi statocentrique. C'est-à-dire lié à la structure de l'État, la philosophie, l'âme de l'État, lié à la statogénèse. Comment notre État est né? Comment il a évolué? Parce que l'État, comme tout être humain, reproduit un cycle biologique. Il naît, il grandit, se développe, mais peut aussi disparaître.
Mais est-ce que l'État congolais, tel qu'il est né, a-t-il été construit sur la base des théories classiques qui nous ont été enseignées en droit constitutionnel? Non. Mais c'est vrai que certaines doctrines se sont révélées comme des doctrines simplement théoriques, de simples leurres. Mais lorsque vous renseignez en Occident, vous verrez que plusieurs États ont suivi un processus créatif normal. Ce qui fait que ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont construit l'État. Mais nous, notre État est créé avant ces citoyens. Nous avons trouvé un État, une carcasse institutionnelle. Je ne veux pas ici faire le coup de droit constitutionnel pour vous dire qu'il a existé une théorie du contrat social. La théorie des Léviathans, de Hobbes. Je ne veux pas ici revenir sur la théorie rousséiste du contrat social, ou sur la théorie du contrat politique, ou non plus sur la théorie de la fondation et de l'institution. Parce qu'un État sérieux, il naît dans un contexte théorique précis. Parce que ceux qui ont dit comme Maurice Horiot que l'État était la résultante d'une fondation, d'une institution, ils ont pensé qu'à la base, l'État était une communauté humaine organisée politiquement, gérée par des gouvernants au nom d'une idée d'entreprise. C'est-à-dire un État qui construit et qui partage. Un État qui respecte toutes les générations de droits fondamentaux. Un État qui crée l'emploi. Un État qui donne l'épanouissement. Un État qui donne la paix. Un État qui produit la sécurité. Un État qui offre l'émergence. Un État qui offre l'égalité. Mais malheureusement, l'État congolais, comme bien d'autres États africains, ils sont nés dans un contexte de la post-colonie. La plupart des États africains, vous le remarquez comme le Congo, ce sont des États fragiles. Il y en a même qui sont des États fantômes, des États faillis, des collapse states. Donc parce que, ab initio, nos États étaient de simples entités économiques. Pourquoi économiques? Parce qu'il y avait une idée de commercialité derrière nos États. Ceux qui nous ont créés avaient l'intention d'exploiter et d'aller s'enrichir. Sous la colonie, c'était justement une administration de conquête et d'occupation. On vous occupe, mais n'avait pas l'idée de construire un État sérieux, un État de droit. Mais par contre, si on veut être épanoui, on ne peut l'être que dans le cadre d'un État de droit. C'est ici que j'aimerais vous interpeller parce que c'est ça mon créneau. Ce jour-ci, je vais, ensemble avec les jeunes, qu'on puisse remodeler l'État congolais. Qu'on puisse le réinventer. Qu'on puisse lui communiquer une âme. Parce qu'un État, c'est aussi un miroir des héritages culturels. C'est aussi le fondement des attentes et des espérances. Un État, c'est aussi un contrat. Bon, je pense qu'il est temps, pour l'épanouissement de la jeunesse, que nous repensions notre État. Au-delà de la structure, de la carapace que l'on peut voir, je pense qu'il y a lieu de communiquer un esprit à notre État. Il y a un auteur qui disait, et je ne dirai jamais assez, que l'indépendance, au lieu d'être une occasion pour nous de faire la symbiose intelligente entre ceux qui avaient des meilleurs dans le patrimoine culturel africain et ceux qui avaient des meilleurs dans les instruments de construction occidentale, mais ça a été, par contre, une ruée vers un pouvoir brut qui amalgamait le pire de l'Occident et le pire de l'Afrique. En réalité, depuis 60 ans à nos jours, quelque chose commence à se métamorphoser progressivement. L'État que nous avons hérité
c'est la carcasse institutionnelle. Mais les principes qui justifient l'idée de l'État, les principes de la neutralité, l'État de droit, la liberté, la démocratie, ce sont des principes essentiels qui méritent d'être repensés, reconstruits et recontextualisés dans le cadre congolais. Parce que hier, on pouvait imaginer, c'est vrai dans la doctrine, que l'Afrique aussi avait connu une forme de démocratie. Mais qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, la démocratie qui est usitée en Afrique, c'est une démocratie d'essence importée. C'est une démocratie occidentale qui, derrière elle, a une intelligence dans le fonctionnement. Elle a une âme. Parce qu'en Europe, la démocratie produit l'unité. La démocratie en Occident produit la cohésion sociale. La démocratie produit l'émulation et l'émergence. Mais en Afrique, la démocratie produit généralement la démocrature. C'est-à-dire la démocratie produit la démocratie des façades. Ce que le professeur Joly appelle, elle produit généralement un bric-à-brac pseudo-démocratique. C'est-à-dire que vous avez une démocratie qui est formelle, on organise des élections, mais au fond, dans la matérialité, le régime il est dictatorial. Une démocratie se construit dans la contradiction des idées. Une démocratie se construit dans l'amour de la patrie. Une démocratie se construit dans le respect de l'autre. Madame l'a souligné ici. Il suffit simplement de se reporter dans les réseaux sociaux pour voir combien d'entre nous ne veulent pas que leurs leaders soient touchés. Et nous, surtout les politiques, nous en sommes victimes. Combien ne m'ont-ils pas mis à la sellette parce que j'ai accepté d'adhérer dans l'Union sacrée? Tu vois un gaillard qui débat, qui s'appelle Mvouloussi, qui t'écrit sur ta page, « Honorable, je t'apprécie beaucoup. Tu étais mon modèle. Mais en effet, ton choix dans l'Union sacrée, tu as suivi la talibanie. Honorable, pour moi, je t'ai vomi, je t'attends en 2023. » Comment je peux faire la démocratie selon ta pensée? J'ai parlé de la polycentricité de la normogénèse. Plusieurs perceptions sur la même chose. Mais un autre qui me critiquait hier, qui aujourd'hui, lorsque je poste quelque chose, dans la spontanéité apparaît pour m'ovationner. Pourquoi? Parce que je soutiens Fouachi. Parce que je suis avec Fouachi. Le jour où je quitte Fouachi, c'est ce jour-là, il change de direction. Voilà un peu le type de démocratie que nous avons construit. Nous devons construire une démocratie dans la dignité, dans le respect des règles, dans l'honnêteté, dans la probité. Une démocratie cyclique, une démocratie coordonnée, mais une démocratie aussi très ancrée. Parce que ne perdons pas de vue, il y a des... Je n'ai pas toutes les notes ici, je vous aurais communiqué des notes. J'ai quand même des statistiques de l'FAO. Il est renseigné que les États où il y a plus de famine, ce sont les États autocratiques. Dans les États autocratiques, il y a la misère qui bat son plein. Mais par contre, on sent l'épanouissement dans les États démocratiques. Parce qu'en réalité, la démocratie, c'est l'art de dire et d'être contredit. Et c'est dans la contradiction qu'on peut construire une nouvelle société très épanouie. Je voulais dire ceci, en atterrissant, que la jeunesse d'aujourd'hui a une mission, comme le disait Desmond Tutu. Desmond Tutu affirmait que chaque génération a une mission. C'est à elle de l'accomplir ou de la trahir. Je pense qu'en toute solennité, vous avez une mission. Il ne faudra pas que votre présence dans ces pays soit aussi indifférente que votre absence. Il ne faudra pas que vous ayez trop vécu pour en fait disparaître à tout point de vue.
Mais je préfère un garçon comme Rossi, qui vit peu, il fait bien les choses, mais il reste dans l'histoire. Un homme sérieux, un jeune épanoui, c'est celui qui coparticipe à l'écriture de l'histoire. Ce n'est pas celui qui subit les effets de l'histoire. C'est celui qui fait des choix rationnels. Parce qu'en réalité, la vie est un éventail de choix. Ce que tu deviens demain, c'est ce que tu confesses. Et si tu confesses, il faut bien le faire. Parce qu'il ne suffit pas simplement de confesser et de le faire avec courage. Parce qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas forcément le courage, qui vont au-delà du courage. Prendre un micro, parler, tu as du courage, mais tu peux simplement délier tes lèvres et pondre, si vous voulez, débiter des matières à scandale. Donc le courage devient aussi dangereux que le meurtre. Donc, vous devez intégrer en vous les gènes du courage, de la détermination. Et ça, c'est un témoignage. Quand je suis venu à la fac de droit, je me forgeais déjà une conviction, une idée, et j'avais des prototypes. Mais il y a des jeunes gens qui viennent à l'université, sans modèle, désespérés. Ils pensent jouer la dernière carte de la vie, pourvu que la responsabilité à la fin soit renvoyée à l'État. Déjà. Je vis des professeurs qui m'ont ébloui. Je vis des assistants et des chefs de travaux. Et je m'étais dit, quand j'avais vu la cassation de Tojnois pour la première fois, j'ai dit à ma mère, avant de quitter l'université, je deviendrai président de cette association. Ça paraissait très drôle. Je ne sais pas si la cassation a la même teneur qu'elle avait hier. J'arrive en deuxième graduat, en mettant le micro. Écoutez, on était en train de frémir comme pas possible. Parce qu'il y a des aînés qui articulaient les droits clairement et proprement. Et les amis qui étaient avec nous, qui avaient eu peur, ils ont fini par passer les armes à gauche. Mais nous sommes restés, buste droit, déterminés, jusqu'à ce qu'un jour, le doyen m'appela, il y avait une réunion, le doyen m'a appelé, il dit à un des professeurs, si tu veux voir la cassation, voici la cassation. Et j'étais assis sur une chaise, je dis, mais enfin, bon, je suis en train d'écrire l'histoire. Pour moi, la cassation, c'était un gros rêve. C'était ça même, l'expression de l'épanouissement. Mais je ne m'arrêtais pas là. Je me disais, je dois être assistant. Et après, je n'avais pas une vue d'ensemble de ce qui s'est passé en ville. Parce que si j'avais vu des banquiers en son temps-là, je n'aurais pas envie d'être assistant. Je dis, voyons voir ce que ça donne être assistant. Mais quelle faculté? Qui vous laisse dans cette faculté? Ou le népotisme? Toutes les facultés du Congo d'ailleurs, parce qu'il faut réformer les choses. Hein? Où le népotisme règne, le tribalisme règne. Vous avez une distinction, mais on vous évalue sur votre tête. Il sort d'où celui-là? Alors il fallait associer la prière, la détermination. Et nous sommes restés. Et on regardait comment les aînés devenaient des professeurs. J'ai vu avec bonheur et avec intérêt, et j'allais dire, avec une sensation de joie qui sortait de l'ordinaire, comment monsieur le vice-doyen devenait professeur. Nous l'avons accompagné dans la salle. En ce moment, j'étais un jeune assistant. Nous l'avons ovationné et ce jour-là, lorsqu'il a mis sa toche, il y a eu un déclic dans ma tête. J'ai dit, je deviendrai professeur. Je mettrai la toche sur moi. Et finalement, je me suis engagé et jusqu'à ce que je l'ai vu cette fois-là, revenir dans la même salle, non pas comme professeur qui portait la toche, mais comme vice-doyen. Vous voyez, c'est ça l'épanouissement. Être épanoui, qu'on ne vous trompe pas, ça ne veut pas dire ne devenez pas comme nous. Être épanoui demain, c'est tenir une conférence à côté du doyen Sambo, le vice-doyen Omeonga, le professeur Jacques Joly, et de parler pour son propre compte. C'est ça être épanoui. Et dans tout ça, il faut un background intellectuel. Et dans tout ça, il faut que Jésus-Christ soit votre soubassement. Parce qu'il n'y a pas d'élévation qui tienne sans Jésus. Je pourrais vous dire, en clôturant, je suis de ceux-là, des rares jeunes qui dorment en paix. Lorsqu'il est 0 heure, 1 heure, j'ai fini mes notes, j'allume le climatiseur, je m'étale sur mon lit
et je dors paisiblement, je fais des beaux rêves. Et quand je me lève le matin, j'adore. Je descends, je vois un policier qui me rend mes honneurs. Et je dis, je reçois ces honneurs parce qu'il y a quelqu'un là qui a reçu la gloire. Et avec vous, cette nouvelle génération, nous avons la capacité de construire une nouvelle société. Et beaucoup me poseront la question, pourquoi au MLC? Pourquoi tu n'es pas allé au Palou alors que tu es du Kouilou? Non, j'ai trouvé de la sorcellerie dedans. Beaucoup me poseront la question, pourquoi tu n'es pas allé au PPRD? J'ai trouvé aussi de l'occultisme dedans. Je suis allé au MLC parce qu'avec Dieu, nous vaincrons. Et c'est le seul parti politique au Congo qui confesse Dieu. Et quand je suis allé aux États-Unis, j'ai remarqué que parmi les rares États du monde, les États-Unis étaient un des États qui confessait Dieu. In God we trust. Et puis dans le slogan comme ça, on dit que Dieu bénisse l'Amérique. Ah ben ils sont soucieux, hein? Et nul autre État ailleurs. C'est comme tout à l'heure, je dis que Dieu bénisse Daniel. Et nul d'entre vous. Mais écoutez, moi je vous bénis vous tous. Mais j'ai trouvé encore une autre spécificité derrière la religiosité aux États-Unis. C'est qu'au-delà de la croyance spirituelle, ils acceptaient la diversité, la contradiction. Voilà la devise des États-Unis. À l'époque, quand j'étais jeune, on me disait que c'était une God we trust. Non, c'est de un, de plusieurs, un seul. Nous sommes des Hispaniques, nous sommes des Noirs, nous sommes les fils de la déportation, nous sommes les fils des anciens esclaves, mais nous formons une unité ontologique. C'est ça un État. Et c'est ce qui manque au Congo. Le Congo, nous sommes un assemblage de peuplades. Le Congo est désagrégé à partir de l'intérieur. Les Congolais se regardent en chien de faïence. Les Congolais souffrent de ce que j'appelle de la compatriophobie. Ça veut dire, un Congolais, il peut avoir de la sympathie pour un étranger, mais de l'antipathie pour un Congolais. Mais ce qui est positif chez les Congolais, il peut ne pas t'aimer, mais il ne veut pas ta mort. Mais il souhaite que tu souffres au moins. C'est ça les Congolais. Un Congolais regrette la mort de son frère après qu'il ait acheté une parcelle à ma campagne. Il aurait été là, ma foi. Il aurait vu cette Jeep. Il y a quelqu'un qui regrette de sa Jeep parce que l'homme bon vie. Donc ça veut dire que nous devons construire une nouvelle société. Penser grand. Il y a de l'espace pour tout le monde dans ce pays. Nous sommes une forme de Rehoboth. Vous connaissez dans la Bible Rehoboth. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des universités qui naissent. J'ai découvert une belle université que je ne pouvais pas imaginer. Ma foi, j'ai minimisé cette université. Mais maintenant, je sens le besoin d'y rester. Et même la difficulté de monter au campus, c'est très loin. Révérend Kim. J'entre dans la salle, je trouve des étudiants en bonne santé, puisque beaucoup de mes étudiants les ici. Mais j'ai vu même des étudiants rouler carrosse et des gaillards sérieux et cohérents. Et tout de suite, là, je les ai vus assaillir ma page. Daniel Mbaou, officiel. Mais tout de suite, en train de me soutenir, j'ai dit, mais enfin, je resterai ici, je ferai comme en France. Louis Favreau n'a jamais enseigné à Paris un Panthéon Sorbonne, mais il a colonisé toute la France avec la justice constitutionnelle. Oui, j'ai eu comme le bonheur d'aller à l'école exoise du droit constitutionnel. J'ai eu le bonheur d'échanger avec Patrick Gaillard, un des héritiers valables de Louis Favreau. Et il m'a expliqué qu'à l'époque, ce n'était pas facile. Ils étaient considérés comme des blédards. Vous connaissez des blédards en France. Lorsqu'on dit tu es un blédard, donc tu es un villageois. Les gens qui sont là. Donc les supporters de Marseille en Paris, ce sont des blédards. Les Parisiens, ce sont des Parisiens. Et que donc, il y a un professeur qui impose sa philosophie sur la justice constitutionnelle, qui renverse toutes les théories séculaires, mais à Aix-Marseille. Donc, les valeurs humaines, vous pouvez les créer vous-même. En face de moi, je suis très heureux de voir un ouvrage, je ne l'ai jamais lu, peut-être je me ferai devoir de demander à son auteur, Manuel du droit des contentieux administratifs congolais. Ça veut dire que même un Congolais peut produire un manuel de contentieux du droit administratif qui fait date.
Voilà que je regrette maintenant avoir dépensé inutilement l'argent pour acheter des manuels de contentieux administratif français. Alors qu'il y en avait des Congolais. Les Congolais, vous avez la capacité de créer. Vous avez la capacité d'impacter votre société. Hier, je vais clôturer par là. Je pensais que pour être un grand pro, il faut faire Paris-Panthéon-Sorbonne. Il faut faire Louvain-la-Neuve. C'est vaguement dépassé. Je suis allé à Paris. J'ai eu des larmes aux yeux à l'université de Nanterre. J'ai assisté à des soutenances de thèse qui étaient comme des jeux de ping-pong. C'est-à-dire que tu sors la soutenance de thèse, s'inscrit dans une logique expulsive. Excusez, je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. C'est-à-dire que même des thèses font partie, la manière de libérer les récipiendaires, cette manière-là fait partie de la politique extérieure de la France. C'est-à-dire, ne bloquons pas les Noirs. Ils remplissent inutilement nos rues. Donnez-leur leur thèse, ils vont aller se fourvoyer dans leurs États. Vous comprenez un peu ce que c'est? Et vous voyez des thèses avec des révélations troublantes. Une thèse vous ouvre comme ça, on vous dit la Constitution de 2020 et de 2004 ou de 2001. Vous dites, mais ça c'est quelle Constitution? Est-ce que vous voyez vraiment le professeur Olivier Beau en train de vérifier si une telle Constitution existait chez vous? Mais à l'université Kinshasa, ça ne passe pas. Le professeur Barthélemy Omeonga ne vous laisse pas. Il vous dit, mais, messieurs, en 1999, nous n'avons jamais eu de constitution. Mais c'est quoi, qu'est-ce que vous fabriquez? Mais j'ai vu quelqu'un qui a soutenu une thèse sur le pouvoir coutumier chez les Bayans, à Bruxelles. Il comprend tout ça. Quand il rentre ici, le professeur. Mais par contre, ici, et je l'ai dit, peut-être le professeur Omeonga me contredira, non simplement il y a la rigueur, il y a aussi la mauvaise foi. Donc, Moutema Mabé. Donc, c'est Moutema Mabé, là, t'es forme. Il y a des gens qui cherchent simplement où ça choque pour vous ébranler. Et toi, tu te prépares en conséquence pour que ça n'apparaisse pas. Et en réalité, ces gens-là vous forment sérieusement. Je vous remercie. Qui nous a parlé de l'introspection de la chose publique qui de valeur morale incluse. Une très belle intervention. Je crois que tout un chacun de nous ici présents a dû bénéficier de quelque chose de grande valeur. Nous l'avons dit ici, il l'a aussi répété, qu'en sortant d'ici, ce que toi et moi, nous ne puissions pas sortir les mêmes personnes. Et je crois que tout ce que nous avons réussi ici, il a beaucoup souligné sur un point que tu n'as rien. Ne te dis pas que je n'ai rien à donner, non. Tu as quelque chose d'important pour ce pays. Tu as quelque chose, tu as aussi ta place quelque part. Regarde ce que tu as, mets en valeur ce que tu as et tu seras demain utile pour ce pays.